Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, soyez les bienvenus dans Ça vous regarde. À la une ce soir, cette question, une haine anti-flic est-elle en train de monter dans le pays? Herblay dans le Val d'Oise mercredi, Champigny-sur-Marne samedi avec l'attaque spectaculaire de son commissariat. Des actes de plus en plus violents se multiplient partout en France à l'encontre de tout ce qui représente l'autorité. La police doit-elle riposter? Le gouvernement se donne-t-il les moyens de défendre ses forces de l'ordre? On en débat tout de suite avec nos invités. On évoquera aussi un anniversaire, le nôtre. Les chaînes parlementaires s'apprêtent à souffler leur 20e bougie. La soirée des 20 ans, ce sera demain soir sur LCP avec de nombreux invités et un documentaire exceptionnel sur le pouvoir des commissions d'enquête. Souvenez-vous, André Valigny avait présidé celle sur le fiasco judiciaire d'Outreau. Il sera en plateau pour en parler. Et puis notre grand témoin ce soir, eh bien, tire la sonnette d'alarme depuis des années sur les fractures françaises. Il avait même prévu les attentats terroristes de 2015. Osons l'autorité. C'est le titre de son dernier livre. L'avocat Thibault de Montbrial est avec nous ce soir. Voilà donc pour le programme. C'est parti. #CVR. N'oubliez pas pour réagir sur Twitter. Tout de suite, le grand débat. Bonsoir Thibault de Montbrial. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat au barreau de Paris, spécialisé dans la défense de policiers et de représentants de forces de l'ordre. Vous présidez le centre de réflexion sur la sécurité intérieure et vous signez ce livre, Osons l'autorité, aux éditions de l'Observatoire. Vous nous direz si ce gouvernement fait preuve d'audace en matière d'autorité. On va débattre ce soir de l'insécurité, de ce qui s'est passé il y a samedi dernier à Champigny-sur-Marne, c'est votre département. Monsieur Gouffier-Cha, Guillaume Gouffier-Cha, bonsoir. Merci d'être là, député La République En Marche du Val-de-Marne. Je le disais, là où le commissariat a été attaqué. Ugo Bernalicis, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes député La France Insoumise du Nord. En pointe aussi sur ces questions de sécurité que vous suivez pour ce parti. François Barsani, un syndicaliste policier SGP Police FO, va nous rejoindre dans quelques minutes. Et bonsoir Stéphane. Bonsoir Myriam. Stéphane Blakowski, qui m'accompagne comme chaque soir et qui, pour démarrer avec son billet d'actu, a choisi de se pencher sur une nouvelle arme. Nouvelle, on va le voir, pas forcément. C'est l'arme des émeutiers de Champigny-sur-Marne, le mortier au feu d'artifice. Si j'ai bien compris tout de suite. Alors, si j'ai bien compris, de quoi s'agit-il? Alors, si j'ai bien compris Myriam, Gérald Darmanin, donc notre ministre de l'Intérieur, veut interdire la vente de mortiers d'artifice au grand public. Vous voyez, j'invente rien, c'est marqué dans le journal, en l'occurrence dans 20 minutes, tout le monde peut le lire gratuitement. Donc il a fait cette annonce, bien sûr, suite à l'attaque du commissariat à Champigny samedi, puisqu'on a utilisé donc, ces fameux mortiers d'artifice. Alors de quoi s'agit-il précisément? Alors en fait, ce sont des feux d'artifice assez spectaculaires, assez puissants. Donc je vous ai trouvé une petite démo amateur sur YouTube, juste pour qu'on voit un peu à quoi ça ressemble. Donc vous voyez, il y a un tube en carton dans lequel on met une charge explosive, il y a une mèche, et quand on allume, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous allez voir, ça décolle d'un coup sec, et à la fin, à une centaine de mètres d'altitude, bim, voilà, ça explose. Vous voyez, c'est joli quand même. Est-ce que c'est un feu d'artifice donc très puissant? Ben voilà, exactement. Sauf qu'au lieu de l'utiliser vers le ciel, les émeutiers à Champigny, ils ont tiré à tir tendu contre le commissariat, ce qui donne ce caractère paradoxal. Vous voyez, c'est à la fois spectaculaire, c'est même presque joli, on peut le dire, il n'y a pas eu de blessés, mais sauf qu'en fait, c'est carrément une attaque menée contre les forces de l'ordre. Alors, est-ce que c'est vraiment nouveau? Alors, le moins qu'on puisse dire, Myriam, c'est que ça n'a vraiment, mais rien de nouveau. Parce que cette chronique-là que je suis en train de faire en direct, mais j'aurais pu faire exactement la même il y a 10 ans. Ce qui ne nous rajeunit pas, évidemment, mais en 2009, en octobre 2009, Brice Hortefeux, qui était donc ministre de l'Intérieur à l'époque, avait justement annoncé qu'il avait interdit les mortiers d'artifice. Il l'a fait devant un congrès de pompiers, le 116e congrès des pompiers, parce que les pompiers, il y a déjà 10 ans, ils en avaient déjà marre de se faire tirer dessus à coups de mortier d'artifice. Donc un décret a été publié, vous voyez, j'invente rien, c'est marqué dans le journal. Donc si j'ai bien compris, Gérald Darmanin veut interdire quelque chose qui est déjà interdit. Exactement, Myriam. Incroyable. Si c'était pas aussi désespérant de mesurer l'impuissance de la République, ça en serait presque comique en fait. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'an dernier, en 2019, à Champoux-les-Vignes, une école de cirque avait été incendiée justement avec ces mortiers d'artifice. Donc Castaner, qui était ministre à l'époque, était venu, et bien sûr, il avait tapé du poing sur la table en disant on ne peut pas laisser faire ça. Et donc sa décision, ça avait été quoi? C'était d'annoncer qu'il allait demander à ses services une analyse juridique
pour savoir si ça ne serait pas une bonne idée toutefois d'interdire les mortiers d'artifice, qui donc était déjà interdit depuis 10 ans par Brice Hortefeux. Donc, vous voyez, si c'était évidemment pas si désespérant, ça serait comique. Et donc, puisqu'on a le droit de poser une question à la fin de la chronique, comme la question, fois. ça fait donc 10 ans qu'on tire sur les pompiers et sur les policiers avec ces mortiers d'artifice. La question, c'est jusqu'à quand ça va durer avant que ça finisse mal, quoi, en fait. Guillaume Gouffier-Chasles, et pour vous, cette question, vous représentez la majorité. Qu'est-ce qui se passe? Avant de représenter la majorité, je représente mon territoire. Vous l'avez dit, c'était dans le département du Val-de-Marne. Et aujourd'hui, ça ne peut pas se résumer, ce qui s'est passé samedi soir, à la question des, on va y revenir, des mortiers dans le détail. que vous présentez. Et je vous le dis avec un ton assez humoristique, voulu. Vous ne trouvez pas ça amusant qu'un ministre interdise il y a 10 ans les mortiers, non, justement, et qu'aujourd'hui un ministre prenne la même décision? Justement, mais qu'est-ce qu'on attend alors pour le faire? Pas du tout amusant, mais peut-être que le sujet n'est pas sur les mortiers. On va revenir sur le diagnostic et sur l'ensemble des phénomènes d'insécurité sur les policiers. Et c'est pour ça que je suis venu ce soir. Parce que le risque, justement, c'est qu'on réduise ce qui s'est passé samedi soir à un débat sur le mortier ou un débat sur l'autorité. C'est pas ce qu'on va faire, on a du temps pour débattre. Il y a des sujets d'insécurité. Mais avant tout, aujourd'hui, dans nos banlieues, dans nos quartiers, il y a un problème de désinvestissement, il y a un problème de recul des services publics, il y a un problème d'accès à la culture, d'accès à l'éducation, de développement économique. Et c'est sur cela qu'il faut travailler aujourd'hui, dont il faut parler, bien entendu, au-delà, comme je peux le voir actuellement, d'une réduction d'un débat uniquement monsieur le député. L'un n'empêche pas l'autre. Il y a cette arme-là. On voulait simplement vous entendre sur ça. Et ensuite, on va revenir plus largement sur ce qui est en train de se passer dans le pays. Je suis assez choqué en voyant. On interdit? Je veux interdire quelque chose qui est déjà interdit, ça va aller vite. Mais alors a déjà réussi, c'est bien. On exécute l'interdiction, c'est ça la question. Oui, parce que c'est des choses qui sont réglementées. Donc normalement, on doit présenter, pour pouvoir avoir ce genre de matériel, on doit justifier d'avoir un diplôme en pyrotechnique, de pouvoir faire des feux d'artifice, etc. Donc peut-être qu'il y a un manque de contrôle sur ce genre de marchandises, mais comme dans beaucoup de marchandises dans le pays, sur beaucoup de sujets, vous savez, aujourd'hui, les pauvres douaniers font ce qu'ils peuvent pour contrôler les marchandises qui rentrent et qui sortent, et ça ne nous empêche pas d'avoir des millions d'armes à feu qui sont en circulation dans notre pays. Je ne parle même pas des armes à feu pour les chasseurs. Hein. Je parle des armes qui n'ont rien à faire sur le territoire. Mais ça nous enrage tous de savoir que quelque chose qui est interdit n'arrive pas à l'être effectivement. Simplement, oui, mais sur cette arme-là. Regardez, le cannabis, c'est interdit. Hein. Pourtant, ça circule pas mal dans le pays, non? Vous ne trouvez pas? Thibaut de Montbrial, il faut arrêter avec ces mortiers de feux d'artifice. On rentre par une petite question, on va élargir après. Ce qu'il faut commencer par dire, c'est qu'un mortier d'artifice à tir tendu, ça peut tuer. Donc jusqu'ici, tout va bien. 80 km/h. Hein. Jusqu'ici, tout va bien. Moi, j'ai un client qui a pris un tir à 10 mètres dans le bras droit. Il a été brûlé au 2e degré, il a perdu provisoirement l'usage de son bras qui a été cassé, etc. S'il l'avait pris dans la poitrine, je pense que le dossier, on en aura entendu parler sur le plan national. Dans ce même dossier, son voisin a ouvert le feu, policier. Il a raté l'individu qui avait tiré à tir tendu, donc on n'en a pas parlé, parce qu'aujourd'hui, il y a des ouvertures de feu quasiment tous les jours dont on ne parle pas. Le jour où ça va toucher, ça va faire la une des médias et tout le monde sera très surpris. Ce qui s'est passé à Champigny, c'est une attaque avec des mortiers, avec des barres de fer et dans l'intention de faire mal. Le problème qu'on a depuis plusieurs mois, c'est un phénomène qui dure depuis des années, mais il y a une accélération. C'est qu'on a une augmentation des faits de violence et on a une augmentation de l'intensité de cette violence. Pas simplement contre les forces de l'ordre, notamment contre les forces de l'ordre, mais la violence est aussi contre les représentants de l'autorité. Contre les représentants de l'autorité, notamment contre les élus, ce qui est un vrai problème, mais aussi entre les gens. C'est-à-dire que la violence est insidieusement en train de devenir un des modes de résolution du conflit dans notre pays. Et ça, c'est extrêmement grave parce que ça veut dire qu'il y a une défiance de plus en plus grande, alors défiance et impuissance de l'État et de ses acteurs pour enrayer le phénomène. Bienvenue sur ce plateau, François Marsani. Bonsoir. Merci d'être là. Je le disais, vous êtes policier, syndicaliste, secrétaire départemental adjoint, unité SGP Police FO. Je vais vous montrer un reportage plus large sur ce qui s'est passé à Champigny, ce qui s'est passé à Herblay, et vous allez nous dire ce que vous vivez. Sur ces tirs de mortier d'artifice, très précisément, vous souhaitez qu'on arrête? Est-ce que c'est possible? Alors, je ne voudrais pas qu'on fasse vraiment un focus uniquement sur le feu d'artifice, parce que sur l'affaire... Il y avait des barres de fer. Il y avait des barres de fer, il y avait des boules de pétanque, il y avait des billes en plomb. Alors, je veux bien que M. Darmanin interdise toutes les armes par destination, c'est-à-dire interdise la commercialisation des boules de pétanque. Ça va faire mal sur Marseille s'ils ne peuvent plus acheter des boules de pétanque. Est-ce qu'on va interdire les barres de fer? Est-ce qu'on va interdire tous les objets lancés sur les forces de l'ordre? C'est pas du tout la bonne réponse pour vous. D'autant plus qu'on sait très bien qu'avec le Darknet, eh bien, je pense que si on interdit la vente sur
des grands sites marchands français, on arrivera toujours à trouver des mortiers d'artifice. Vous savez pourquoi on voit de plus en plus ce genre de feux d'artifice, de mortiers comme ça? On a l'impression que sur Internet, certains jeunes font une sorte de compétition pour savoir qui réussira le plus à l'utiliser contre tel ou tel commissariat. Monsieur Blakowski disait que ça faisait déjà quasiment 15 ans que ce projectile était utilisé à l'égard des forces de l'ordre. C'était quand même très marginal avant. On était encore jusqu'à il y a 5-6 ans sur des projectiles dits classiques. Alors je suis désolé de dire qu'on utilise des projectiles classiques sur les policiers, mais on était plus sur des jets de pierre, on était plus sur des jets de bouteilles, on était plus sur du matériel comme ça qu'on trouvait sur la voie publique. Ils ont aussi découvert, et tout le monde se met à la pointe du modernisme, ils ont trouvé ces engins incendiaires, pyrotechniques, qui, comme l'a dit très bien Thibault de Montbrial, sont très dangereux, sont brûlants, sont explosifs, et que la volonté, c'est de faire mal. Sinon, on utiliserait de vieux moyens moins blessants. Or, le feu d'artifice, c'est pratique, on peut le tirer de loin, donc on n'est pas en contact direct avec le policier ou le pompier ou le représentant de l'État que l'on vise. C'est aussi un peu une couardise, parce qu'on s'éloigne le plus possible de la victime pour essayer de l'atteindre. Mais c'est pour ça que focaliser sur couper la filière, couper le moyen de s'approvisionner, en tout cas en mortier. Non, moi, je ne veux pas faire des publicités pour l'ouvrage, mais il faut en effet oser l'autorité. Aller à la racine du mal. On y va justement. On va plonger dans ce débat sur ces attaques. On le dit, ultra-violentes, vous l'avez dit. Elles sont loin d'être nouvelles. Elles sont anciennes, mais elles sont, dans leur violence, beaucoup plus intense. Regardons cela avec Clément Méric. Les images sont impressionnantes et le message envoyé aux policiers glaçant. Ce phénomène n'est pas nouveau. Ce commissariat de Champigny-sur-Marne a été attaqué à plusieurs reprises depuis 2011. Cette nuit, les commissariats de Champigny et Choisy-le-Roi ont été visés par des tirs de mortier, selon la police. En 2003, quand un poste de police est incendié au cocktail Molotov à Pau, Nicolas Sarkozy réaffirme l'autorité de la République. Un refrain repris depuis par tous les gouvernements. L'État n'a pas l'intention de céder. Et chaque fois qu'il y aura un problème, je ferai comme cela. Ce n'est pas nous qui reculerons. Parce que si on recule, c'est la démocratie qui recule. Il n'y a pas de zone de non-droit. Il y a un État présent qui exerce son autorité. C'est l'État et la République qui sont pris pour cible. Nous serons intraitables. Je suis venu dire à tous ceux qui essayent de tester la République qu'ils ne gagneront pas. Si les discours se ressemblent, les attaques, elles, sont plus violentes et plus fréquentes que par le passé. Ces images amateurs n'ont pas fait la une des journaux. Elles remontent au mois de juillet 2019. Une antenne de CRS visée par des mortiers d'artifice à Saint-Denis. Depuis le début de l'année, le Figaro a recensé au moins 9 attaques de commissariat. Voitures incendiées, policiers agressés, postes de police pris pour cible. En 2018, plus de 6000 policiers ont été blessés alors qu'ils étaient en mission. Un chiffre en hausse de 16% sur un an. On attend des politiques à ce qu'il y ait des choses concrètes qui soient faites en termes justement de protection, mais aussi de politique pénale. Les syndicats espèrent obtenir une réponse après-demain. Ils seront reçus à l'Élysée par Emmanuel Macron. François Bersani, vous la voyez monter, vous, cette violence? Ils viennent pour tuer, c'est ce que disent les policiers de Champigny. Oui, très clairement, on a changé vraiment de paradigme. Je dirais déjà qu'avec 2016 et Viry-Châtillon, où on a voulu brûler vif des policiers dans des voitures qui n'étaient pas en opération de police forte sur des délinquants. Ils étaient là en surveillance d'une vidéoprotection. On a vu qu'il y avait maintenant la volonté vraiment de nuire, mais gravement. Après, on a eu la loi El Khomri, où là, pareil, on est passé sur des actes dans les manifestations qu'on ne trouvait pas avant, des actes de plus en plus graves. On a vu des voitures se faire brûler lors de manifestations. Qui est en guerre contre la police dans le pays? Eh bien, le problème, c'est qu'on n'est plus uniquement sur les caïds, ou certains délinquants de cité. Ça, c'était les années 90, où on attaquait les commissariats, comme à Trappes, dans mon département, où on attaquait avec une voiture bélier les portes des commissariats. Ensuite, on a eu des violences très graves pendant les manifestations sociales, donc par des manifestants.
Donc on a maintenant toute une succession en fait de familles, d'humains qui se mettent à attaquer la police et même des citoyens lambda, puisque quand on arrive à interpeller des auteurs de violences sur les policiers, on a des profils très différents. On a vraiment l'impression que les digues ont sauté, et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh bien, il y a plus, bien sûr, il y a plus respect de l'autorité et de la police, et on peut avoir du monsieur tout le monde face à nous en garde à vue. Moi, je suis officier de police judiciaire, j'ai des profils très différents sur des attaques envers les forces de l'ordre. Ça ressemble à une forme d'ensauvagement de la société, un climat dans la société Hugo Bernalicis qui fait que l'intensité de la violence augmente. Non, c'est quand pas les vrai. profils sont divers. C'est juste pas vrai. Enfin, monsieur vient de nous dire que déjà dans les années 90, il y avait des voitures béliers qui fonçaient dans les commissariats. Alors c'est quoi de nouveau 1990 ? Il y a 30 ans quand même. Hein. Donc peut-être que ça prend d'autres formes. Peut-être qu'on avait moins accès au feu d'artifice avant et que maintenant on y a plus accès. Mais j'ai pas l'impression que la violence... Il n'y a pas un climat particulier. Attendez, je vais vous dire une chose. Même la statistique globale dans ce pays, c'est que les violences, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, les violences, les agressions physiques dans la rue sont en baisse depuis les 30 dernières années. Et c'est tant mieux. C'est une bonne nouvelle. Après, est-ce qu'il y a encore des violences ? Est-ce qu'il y a encore des comportements inadmissibles ? Bien sûr. Bien sûr. Est-ce qu'il y a un climat qui se désagrège dans certains quartiers du pays ? Bien sûr. Pourquoi ? C'était dit tout à l'heure par le collègue Gouffier-Cha, et je suis à 200% d'accord avec ce qu'il a dit. Il y a un recul de la République au sens global. Il n'y a plus de services publics, il n'y a plus de boulot, il n'y a plus de bureau de poste, il n'y a plus, etc. etc. Mais vous entendez aussi ces policiers qui vous disent on n'en peut plus de cette culture de l'excuse de la République en permanence, alors que vous avez des jeunes qui, au fond, n'ont plus peur de rien pour s'attaquer aux forces de l'ordre. Vous me parlez de culture de l'excuse, personne ne parle de culture de l'excuse. La République qui a failli. On n'excuse rien, on pose un constat. Moi, je n'excuse rien. Je dis juste comment on fait pour se projeter, pour régler la situation. Attention à ne pas mêler des choses qui n'ont rien à voir. Vous ne pouvez pas mêler ce qui se passe dans une manifestation avec ce qui s'est passé à Champigny-sur-Marne. Pas plus que vous pouvez mettre dans le même sac les 2 policiers de PJ en civil qui étaient en planque contre des gens qui font de la criminalité organisée. Ça n'a rien à voir. Et il faut les traiter d'ailleurs différemment. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des services de police différents dans ce pays, entre la sécurité publique, entre la police judiciaire, entre le maintien de l'ordre. À chaque métier, ses responsabilités, ses objectifs opérationnels, et c'est tant mieux comme ça parce que c'est la meilleure réponse qu'on peut apporter. Alors Thibault de Montbrial, j'aimerais avoir votre sentiment parce qu'on va ensuite essayer de voir ce qu'on peut apporter comme solution, mais sur ce climat, Hugo Bernalicis dit attention à ne pas tout mélanger. C'est vrai qu'on n'est pas dans la statistique, là on est plus dans l'émotion. D'abord la statistique, contrairement à ce qu'il dit, elle montre une augmentation des faits les plus violents, mais ne rentrons même pas dans un débat statistique. Ce qu'on constate... Et là, je suis vraiment pas. Et là, je suis vraiment. Je pense qu'il y a une vraie erreur d'analyse, un déni. Après, là, chacun appelle ça comme on veut. C'est que évidemment que on peut pas traiter de la même façon des violences graves lors d'une manifestation et la tentative d'assassinat contre les 2 officiers de PJ à Herblay. Oui. Par contre, il y a un fil conducteur, c'est que dans différents champs sociaux qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, les gens vont agresser les policiers. Il y a un passage à l'acte. Et il y a un passage à l'acte qui, et je le maintiens, est de plus en plus récurrent, donc une augmentation des actes et une intensification des actes. Donc, vous prenez, alors là, on parle contre les policiers, mais sur la violence dans le pays, vous prenez les villes moyennes cet été, vous prenez Rennes, vous prenez Nantes, vous prenez Grenoble, vous prenez Lyon, vous prenez Bordeaux. Vous parlez, comme je l'ai fait et je le raconte dans mon livre, aux procureurs, aux préfets, aux patrons des services de police, aux patrons des services de gendarmerie. Tout le monde. Il y en a qui sont de droite, il y en a qui sont de gauche à titre personnel. Chacun a sa conviction de citoyen. Mais la conviction professionnelle de tous ces gens, c'est ce constat d'une intensification et d'une fragmentation de notre société et de l'utilisation de la violence comme mode de résolution du conflit. Donc après, on peut dire qu'il faut traiter les choses, qu'il faut, il faut, vous savez, Peggy dit, il faut dire ce que l'on voit, mais d'abord il faut voir ce que l'on voit. Donc les gens qui, pour des raisons politiques, disent que ça n'existe pas, moi je suis pas inquiet, parce qu'à un moment, vous savez, les gens ont du bon sens, les gens ont des yeux pour voir. C'est pour ça qu'il faut, on s'arrête encore un peu sur le diagnostic. C'est plus grave qu'avant. Voilà ce que dit Thibault de Montbrial. Je me méfie toujours sur les comparaisons par rapport à avant. Je regarde la société telle qu'elle est aujourd'hui. Et quelle est-elle aujourd'hui ? Eh bien, on constate qu'il y a des attaques, des agressions envers nos forces de l'ordre, une espèce de banalisation qui effectivement existe. Est-ce que c'était pire ? C'était pas la même société en 1980 qu'aujourd'hui. Il y avait d'autres violences, il y avait un autre contexte social, il y avait une autre société. On connaît d'autres réalités aujourd'hui. La réalité, celle qu'il faut regarder, c'est les violences qui sont faites. C'est effectivement des personnes qui viennent dans différentes occasions pour tuer. Quand vous entendez les policiers dire il y a une forme de sentiment d'impunité chez les auteurs de ces...
On l'entendait avant, on l'entend aujourd'hui. Effectivement, il faut le traiter. Il y a raison sur, on va dire, le traitement pénal derrière. Mais là, on est au bout. Sur le sujet banlieue, on est au bout. On traite les conséquences d'un tas de déséquilibres. Souvent, dans nos quartiers, moi, je suis désolé de voir qu'il ne reste plus que 2 services publics. Vous asterez ici, la police et des policiers qui sont bien souvent... Le commissariat de Champigny-sur-Marne, il a été largement construit. Mais par exemple, à Champigny, il faut un 2e commissariat à Champigny. On a renforcé les effectifs de 25 effectifs supplémentaires sur Champigny. Mais ce n'était pas assez par rapport au retard. Pas la nuit. Il faut... Donc pour vous, c'est une question de moyens. Il y a une question de moyens. Le 2e service public, qui est souvent bien seul, il ne faut pas l'oublier, c'est l'éducation nationale. Où là aussi, on se retrouve avec des écoles seules dans un quartier. Qu'est-ce que vous pensez dans des quartiers où toutes les difficultés sociales, effectivement, s'accumulent. Les déclarations de Gérald Darmanin, parce que vous m'avez l'air un peu en décalage par rapport à votre ministre. On demanderait à notre police et à notre éducation nationale de régler toutes les difficultés. Alors, c'est ça aussi. On ne va pas forcément vous mettre d'accord sur la question des services publics et de la présence de l'État. À qui on demanderait, certains policiers, et je le ressens à qui on demanderait de régler tous les problèmes du quartier. Et ça, ce n'est plus possible aujourd'hui. Les constats que vous faites les uns et les autres, on n'est pas d'accord sur tout, mais sur le fait qu'il y a des vraies lacunes, notamment dans le rôle de l'État, on est d'accord. Moi, ce que je propose dans le livre, il y a des constats et des solutions. Je pense qu'il faut... C'est pas que l'État, mais c'est notamment l'État. Et je pense... Mais restons sur l'État. Vous avez parlé de l'État. C'est toute la société, vous avez raison, mais en l'occurrence, vous avez parlé de l'État. On parlera du reste de la société après. Je pense qu'il est urgentissime, parce que moi, je suis très inquiet pour la suite et à court terme. Mais il est urgentissime de repenser l'utilisation des priorités de l'État, et notamment budgétaires. Vous avez le budget régalien qui sont à peu près à 3%, et les budgets sociaux à 60%. Si ça avait dû marcher depuis 40 ans, ça se saurait. On a aujourd'hui un pays qui est hyper fracturé, qui est au bord de l'éclatement sur différents fronts. Donc c'est la preuve que ça ne marche pas. Du budget de la police et du budget de la justice. Du budget de la police et du budget de la justice. Et je donne une indication, parce que là, c'est que quand M. Castaner me dit, je raconte nos entretiens dans le livre, pas dans le détail, parce que je ne viole pas les secrets, mais quand il me dit, ne vous inquiétez pas, cette année, on a le budget du ministère de l'Intérieur le plus élevé qu'on a jamais eu. C'est du titre 2, c'est-à-dire que le titre 2, c'est le titre sur les dépenses de personnel. Mais le titre sur les dépenses d'équipement et de moyens et fonctionnement, ça ne fait que baisser. Sur les moyens opérationnels. Je vous vois, François Barsani, opiné. On se la me battre là-dessus dans l'hémicycle. Le drame. Allez, pas trop technique sur le budget. J'aurais été mais manque de moyens de fonctionnement. Mais bien sûr. C'est ce que vous réclamez. Je voulais quand même vous poser la question sur cette ultra-violence. Comment vous l'expliquez? On dit beaucoup que le confinement a pu avoir un effet, notamment sur la question du trafic de drogue, que ça a pu assécher le marché et que ça a rendu nerveux des quartiers entiers qui pourraient expliquer ces tensions. C'est vrai, c'est faux? Non, ça c'est faux. Sur le trafic de stupéfiants, pendant le confinement, il y avait d'autres méthodes de livraison que de faire déplacer le client. On a constaté, tous les services qui enquêtent ont constaté qu'il y avait des systèmes de livraison du coup au domicile des consommateurs ou des acheteurs pour éviter que ces acheteurs ne soient bloqués dans l'approvisionnement. Donc non, il faut... comment vous l'expliquez? Parce qu'il y a eu Dijon l'été dernier, Herblay, Champigny, Saint-Ouen, c'est pas forcément toujours des forces de l'ordre. Depuis toujours. Hein. Je voudrais qu'on sorte l'histoire de violence, ne pas la cantonner au quartier, parce que la tentation, c'est toujours de revenir sur les jeunes des cités. On a vu tout au long de l'été que nous avions des collègues qui ont été grièvement blessés ou qui sont décédés sur, par exemple, des refus d'obtempérer qui n'avaient pas lieu dans les cités, qui avaient lieu dans des villes normales, au Mans ou autres. Donc, refus d'obtempérer à quoi? Un contrôle d'identité? Voilà, des refus d'obtempérer par des véhicules et qui traînaient des policiers ou des gendarmes. On l'a vu dans le Lot-et-Garonne, donc on n'était vraiment pas dans un quartier sensible. C'est pour ça que le profil de l'agresseur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a encore 15-20 ans, moi ça fait 23 ans que je suis officier de police, ça fait 23 ans que je suis dans la police et 15 ans que je suis officier de police judiciaire. Il y a encore 20 ans, quand on attaquait des policiers, c'était pour se défendre parce qu'on venait de braquer une banque, c'était des personnes qui étaient en fuite, c'était des fugitifs ou c'était des gens qui venaient de faire un grave crime. Aujourd'hui, pour échapper à un délit routier ou pour échapper à un délit du quotidien, on est capable de faire subir aux forces de l'ordre les mêmes blessures ou morts que ce que des grands bandits
faisait subir il y a 15 ans. C'est pour ça que la question du mot ensauvagement peut être posée. J'ai une anecdote à vous raconter. Tout ça va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure. Mais l'autre jour, un ami qui est officier de gendarmerie assiste, alors qu'il rentre chez lui en civil, à une bagarre entre automobilistes dans les Hauts-de-Seine. C'est vous dire que dans une partie plutôt cossue des Hauts-de-Seine. Donc on n'est pas sur les sujets problématiques cités, etc. Il sort de la voiture. Et il dit, messieurs, calmez-vous, etc. Et par habitude, il dit, je suis gendarme, calmez-vous. Et que croyez-vous qu'il arriva? Les deux s'unissent contre lui. Et le mec se fait péter la gueule. Juste parce qu'il a dit qu'il était gendarme. Voilà, ça illustre, mieux qu'un long discours, une évolution qui fait que l'hypothèse de la violence contre celui qui dit qu'il est policier ou gendarme, aujourd'hui, elle ne dérange plus personne. Juste sur les refus d'obtempérer, aujourd'hui, c'est un acte en moyenne toutes les demi-heures. Hein, c'est-à-dire un policier ou un gendarme renversé par une voiture toutes les demi-heures. J'aimerais qu'on aille sur les solutions. Hugo Bernalicis, vous avez sans doute, et vous ne serez pas d'accord, vu ce que propose Frédéric Pechnard. Allez-y, puis je vous non, mais pour faire un après. peu la part des choses, parce que l'augmentation de la violence, elle est pas juste envers les policiers. Il y a aussi une augmentation des violences contre les manifestants en manifestation, dans les quartiers populaires, de ce qu'on appelle communément les bavures. Et je crois qu'à Champigny-sur-Marne, ce n'est pas complètement étranger à ce qui s'est passé quelques jours avant, où un jeune a été, semble-t-il, alors j'en sais rien, peut-être l'enquête le dira, machin, que... refus d'obtempérer, c'est ça? Non, un jeune qui s'est fait renverser a priori par un véhicule de police, j'en sais rien, je suis pas sur place, mais c'est ce qui aurait motivé une partie des gens qui se sont attaqués au commissariat. Et si c'est faux, c'est d'autant plus malheureux qu'ils se soient attaqués au commissariat en question. J'avais vu déjà il y a 3-4 non, avant le confinement, il y a eu un même cas de figure ici en région parisienne aussi où on alors suspectait. C'est quoi? C'est œil pour œil, dent pour dent? C'est un problème. Les représailles? Oui, c'est un problème. On est en train. Quand je vois le préfet allemand qui dit il y a 2 camps, mais attendez, c'est pas ça l'objectif politique. L'objectif politique, c'est pas de dire il y a 2 camps et il y en a un qui va gagner, c'est celui de la police nationale contre le reste. L'objectif, c'est que le niveau de violence diminue dans la société. Alors, pour tout le monde. C'est ça l'objectif politique. Moi, je veux bien qu'on fasse œil pour œil, dent pour dent, qu'on vienne avec des armes encore plus lourdes, encore plus de LBD, qu'il y ait des yeux qui soient crevés encore davantage. Ce n'est pas une solution politique. Je voudrais vous soumettre quelques propositions qui sont dans le débat public depuis quelques jours. Certaines correspondent à la réponse pénale que vous attendez, d'autres correspondent à la question des armes. Frédéric Pechnard dit clairement qu'il faut se poser la question de la légitime défense des policiers et que les policiers doivent riposter. Guillaume Gouffier-Cha. La première question qui se pose, je vous donne le temps de répondre, c'est quelle riposte? On doit réfléchir sur la riposte immédiate. On voit bien que les policiers n'ont pas riposté ni dans ce cas, ni dans un autre. Ils sont soumis à tout un tas de contraintes juridiques, administratives, qui font qu'à aucun moment, ces policiers n'ont sorti leurs armes. Oui, mieux. Mais tant mieux. Je pense qu'on a des forces de police aussi qui sont particulièrement formées, qui ont eu les bons réflexes l'autre soir à Champigny, qui connaissent ils ont bien fait de ne pas riposter. Leur quartier. C'est bon réflexe, non, mais... Qu'est-ce qui se serait passé après s'ils avaient riposté? passé, je ne sais pas. De toute façon, c'était 40 contre 2 à Champigny. Donc on est bien d'accord qu'aujourd'hui, en fait, l'état de droit, aujourd'hui, il doit se manifester par des policiers qui doivent reculer, s'enfermer dans un sas de leur commissariat pour éviter d'être tués ou blessés. Alors sur l'idée de M. Pechnard... ils sont où les renforts des autres commissariats? Excusez-moi, ils sont où les renforts des autres commissariats? Qui travaillent encore la nuit dans la police nationale? C'est une fausse bonne idée. Parce que vous, les syndicats majoritaires, vous n'en parlez pas de tout ça. On va s'écouter, puis vous répondrez juste après. Chose que sur Champigny, moi, de ce qu'on m'a remonté, notamment, beaucoup de mineurs, par exemple. Oui, mais mineurs majeurs, mais des jeunes de 13 ans. Mais sur l'idée, moi j'aimerais savoir. Je suis désolé. J'aimerais qu'on vous entende là-dessus. J'imagine c'est une fausse bonne idée pour la raison suivante, c'est que le millefeuille législatif entre le code de sécurité intérieure, le code de procédure pénale qui donne la possibilité aux policiers de se défendre existe déjà. Donc je sais que quand il y a un fait divers, on a toujours tendance à le législateur se dire, enfin ou le gouvernant politique se dire si je crée une nouvelle loi, en plus ça porte mon nom comme ça, j'aurai une loi Dupont ou Durand. Expliquez-nous qu'est-ce qui existe, parce qu'on a l'impression que la légitime défense, elle existe déjà. Voilà, il y a cette possibilité, mais il y a peut-être une autocensure aussi des policiers. Il y a une riposte proportionnelle, une riposte qui doit être nécessaire, une riposte qui doit être simultanée par rapport à l'atteinte grave sur le policier ou sur le gendarme. Donc là, en l'occurrence, là où peut parfois se poser le problème, c'est la proportionnalité, parce qu'aujourd'hui, nos collègues, ils sont inhibés. Pourquoi ils sont inhibés? Parce que, par exemple, s'ils sont attaqués par un policier attaqué par 3 individus avec
avec des barres de fer, il va se poser la question, est-ce que je vais utiliser une arme létale pour me défendre contre 3 individus, sachant que si je prends les 3 coups de barre de fer, je vais avoir un traumatisme crânien et je peux en mourir. Donc les policiers ont tendance maintenant à ne plus vouloir utiliser leurs armes, à vouloir fuir. On a beaucoup de collègues qui sont obligés de prendre parfois la fuite. C'est pas plaisant de vous le dire sur un plateau. C'est pour ça que nous, la question qu'on pose aujourd'hui, c'est comment on peut assurer la sécurité des Français quand nous-mêmes, on se sent dans une telle insécurité que parfois on est obligé de prendre la fuite. Thibault de Montbrial, il y a une autocensure des policiers par rapport à la loi et à la possibilité qu'ils ont d'utiliser leurs armes en légitime défense. C'est vraiment un sujet que je connais bien et que j'enseigne dans les écoles de police et de gendarmerie. Il y a évidemment une énorme autocensure et il y a chaque année, chaque mois, chaque semaine et presque chaque jour aujourd'hui des situations où l'état de légitime défense existe juridiquement et où les policiers ne font pas usage de leurs armes. Il y a 2 manières de voir les choses. Dans l'immense majorité des cas, on peut dire exactement ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire tant mieux, etc. Après, on peut essayer d'aller un peu plus loin. Moi, ce que j'entends, c'est 2 élus de la République qui sont dans des camps opposés et qui viennent d'exprimer un lâche soulagement. Pourquoi ? Parce qu'on dit, oulala, tant mieux, il s'est rien passé. On rend hommage, hein. Ils ont été remarquables, ils ont eu, etc. Le problème, c'est que quand des policiers se font tuer, ça gêne beaucoup moins. Parce qu'on donne une médaille, on fait une cérémonie, on fait un beau discours et on passe à la suite. Alors que quand c'est les policiers qui se défendent et qui défendent de cette façon la République dont ils portent l'uniforme, dans le cadre de la loi, je parle de gens évidemment des gens qui respectent la loi, à ce moment-là, ça déclenche tout un tas de troubles parce que c'est exploité politiquement. Et le problème, c'est que c'est la paille dans l'œil. C'est que, ce faisant, on ne se rend pas compte que l'autorité de l'État et le retour à tout le sujet dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire, oui, mais l'État dans les quartiers, l'enseignement, etc., l'autorité de l'État a tellement reculé qu'aujourd'hui, les gens qui agressent les policiers, ils sont surpris quand quelqu'un se défend. Ils sont surpris en disant, ouais, vas-y, il n'a pas le droit et tout. Donc, on est cul par-dessus tête. Et comme je pense qu'il est inéluctable au rythme où ça va, que nous ayons dans les semaines ou dans les mois, mais avant 2022, hein, une situation où on va se réveiller un matin en apprenant qu'il y a eu 5 ou 6 morts par un échange respectif de coups de feu entre des policiers et je ne sais plus si ce sera des gens de cité, des islamistes ou autres, et bien à ce moment-là, tout le monde, ce sera la gueule de bois pour tout le monde et on dira, ah, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Mais on y est déjà là. Alors je voudrais juste terminer ce débat par un dernier tour de table sur la question de la réponse pénale, les interpellations. Marine Le Pen disait ce matin, pas assez d'interpellations. Les peines, une fois que les personnes sont interpellées, elles ne sont pas exécutées. Est-ce qu'il y a un problème de réponse pénale du côté de la justice dans ces questions-là? Oui, mais pas celui-là. C'est pas ça le problème. Il n'y a jamais eu autant de personnes interpellées. Et que des personnes soient relâchées parce que la procédure a été mal faite et que la personne en cause n'a pas été mise en cause, j'ai envie de vous dire, ça c'est le principe d'un état de droit et du principe de sûreté, quoi. Et tant mieux si c'est le cas, puisque les policiers agissent sous l'autorité des magistrats. Et c'est très bien comme ça. Et je pense que l'autorité des magistrats, justement, elle n'est pas assez visible et pas assez présente auprès des policiers. Ça, et pourquoi? Parce qu'on a 2 fois moins de magistrats par habitant par rapport à l'Allemagne. Enfin, je veux dire, voilà, moi je suis France Insoumise et je vous dis, je veux 2 fois plus de magistrats dans ce pays. Voilà. Et si vous voulez ça, il faut le budget en conséquence. Et derrière, il n'y aura pas de difficulté pour vous dire que les délais de traitement des jugements iront 2 fois plus vite si vous avez 2 fois plus de magistrats. Qu'est-ce que vous vous attendez très concrètement? Alors, je ne vais pas faire le catalogue revendicatif de mon organisation syndicale Unité SGP Police, qui est la première organisation de France, mais nous, on a toujours réclamé que pour traiter des procédures où des policiers ont été victimes de violences graves, alors policiers et personnes chargées de services publics, on pourrait rajouter les élus, on pourrait rajouter les pompiers, qu'il y ait une juridiction spécialisée qui instruise et qui juge ces affaires, aussi bien d'ailleurs que les affaires où des policiers sont soupçonnés d'avoir commis des violences illégitimes sur des individus, parce que très souvent les affaires... dans un moment où on arrête les juridictions spécialisées. La Cour de justice de la République, oui, mais vous avez encore des tribunaux d'exception, vous avez encore le tribunal des affaires sociales, où il existe encore une cour d'assises qui juge les faits de terrorisme, il existe encore des juridictions spéciales. Donc on pourrait très bien estimer aujourd'hui que vu la gravité des faits, et justement à charge et à décharge, pour traiter les affaires où les policiers sont mis en cause et où les policiers sont victimes, parce qu'il faut quand même que le magistrat qui juge ne juge sereinement et avec une connaissance fine. Aujourd'hui, quand on est attaqué, les forces de police, on est jugé entre un vol à l'étalage, entre une dégradation de vitrine dans un tribunal correctionnel. Vous allez rencontrer Gérald Darmanin demain, c'est bien ça? Oui. Et vous lui ferez part de vos revendications. Non, le président de la République jeudi. Le président de la République, pardonnez-moi. Merci beaucoup.
On va s'arrêter là, parce que je voudrais qu'on garde un tout petit peu de temps pour votre livre. Vous vouliez conclure? Oui, non, mais je voulais dire... parce que non, mais on parle trop peu des policiers qui travaillent la nuit, qui se sont mobilisés. Ils ont lancé un collectif qui s'appelle Option Nuit, et moi j'aimerais qu'on puisse les entendre, ces gens-là, parce qu'ils ont des revendications légitimes sur les conditions de travail des policiers la nuit. Il y a trop peu de policiers la nuit, et on prévoit de les faire travailler 12 heures. Allez, le mot de la fin, Guillaume Gouffier-Cha. C'est juste, effectivement, corroborer. Il faut renforcer les moyens de la justice, mais il faut, moi, quand j'entends les policiers qui nous disent qu'ils passent leur temps à courir après les mêmes personnes qui sont arrêtés et relâchés, ça, ce n'est plus possible. Et notamment sur le trafic de stupes qui pourrit la vie de nos banlieues. Et où à un moment, ça se demandait, non, il n'y a pas besoin de légaliser. Si, non, parce que ça passera sur autre chose. On ne va pas ouvrir ce débat sur le cannabis maintenant. On va poursuivre d'ailleurs, parce que c'est la suite un peu de ce débat. Merci, vous restez avec nous. Thibaut de Montbrial, je le disais, ça s'appelle Osons l'autorité aux éditions de l'Observatoire. C'est au fond une analyse de la crise profonde d'autorité que traverse notre pays. Et au fond, ce qu'il a déclenché, à vous lire, c'est cet épisode, 1986, manifestation étudiante, Malik Oussekine. Regardez. Évacués de la Sorbonne, les derniers étudiants sont pourchassés dans le quartier latin. Au coin d'une rue, Malik Oussekine est violemment pris à partie par les policiers, motocyclistes et les CRS. Il va mourir malgré les massages cardiaques. 3 policiers auraient roué de coups le jeune étudiant. Ce soir, le procureur de la République déclare que l'autopsie n'a révélé aucune fracture ni aucune lésion cérébrale. Le visage de Malik Oussekine est tout de même très sérieusement contusionné. Pour le procureur, une grave maladie rénale dont souffrait l'étudiant pourrait être plus directement que les coups responsables de sa décompression cardiaque. Fin de citation. Reste l'intervention musclée de ce peloton voltigeur motocycliste en renfort des CRS. Des équipages de 2 policiers sur des motos tout-terrain chargés de disperser à l'aide de longues matraques en bois les derniers manifestants. L'inspection générale des services de la police a ouvert une enquête, mais n'a comme d'habitude rien révélé au public. Je puis dès maintenant pouvoir vous dire que les forces de police ont fait leur devoir et ont obéi aux instructions qui leur ont été données. Voilà, l'affaire Malik Oussekine, vous en parlez au début de votre livre, ça n'est absolument pas tout l'ouvrage, mais dites-vous, ça peut permettre de comprendre comment, au fond, sur le maintien de l'ordre, on a progressivement, jusqu'à récemment, perdu, au fond, la capacité de maintenir l'ordre public. Le livre fait un audit de tous les segments de l'autorité en matière de sécurité intérieure. Donc le premier chapitre, c'est sur le maintien de l'ordre, mais il y en a 7 sur laquelle... Et après, il y a un certain nombre de solutions. Sur Malik Oussekine, ce que je dis juste, c'est qu'il y a une tétanie depuis ce jour-là sur la façon dont les autorités appréhendent la foule dans les manifestations. Donc il faut évidemment se réjouir de ce que la France n'ait pas connu d'autres morts en matière de l'ordre. Simplement, j'attire juste l'attention sur un point précis, c'est que systématiquement dans l'histoire de la Ve République depuis le milieu des années 80, lorsqu'il y a eu un mouvement de protestation avec des violences à la fin contre un projet de loi, le projet a toujours été... Mais vous montrez quand même qu'il y a 3 renoncements dans votre livre qui permet d'expliquer cette crise de l'autorité que vous souhaitez réhabiliter et même restaurer. C'est la crise du maintien de l'ordre, la crise de la justice, on en a parlé un petit peu, et vous allez très loin, vous parlez de la crise des frontières. En fait, vous expliquez clairement qu'il y a un lien entre immigration et délinquance, qu'on a mal contrôlé nos frontières, qu'on a fait venir des migrants qui ont favorisé d'une certaine façon la délinquance. Non, on a fait venir, si vous voulez, en 40 ans, la population de la France et de l'Europe a complètement changé. Donc il y a des choses qu'on n'aurait pas dû laisser faire comme on les a laissé faire, parce qu'on a petit à petit abandonné l'autorité de base sur un certain nombre de préceptes, sur ce qu'on pouvait tolérer comme mode de vie en France, etc. On a laissé le sujet de l'autorité au Front National, ce qui est à mon avis une erreur absolument tragique. L'autorité de la République, mon autorité à moi, c'est l'autorité républicaine. Et mon cri dans ce livre, c'est de dire que le rétablissement de l'autorité sur un certain nombre de champs qui sont les piliers régaliens, c'est pour sauver la République. D'ailleurs, la première des mesures, le slogan que je dis partout, c'est que la première des autorités, c'est d'appliquer nos lois. Donc, vous dites d'ailleurs qu'on n'a pas besoin de lois nouvelles. On a très peu besoin de lois nouvelles. Il suffit de les appliquer. Vous revenez beaucoup sur la question de l'exécution des lois et des peines notamment. Mais sur l'immigration, vous assumez. Mais sur l'immigration, j'assume. Au nom de quoi? Est-ce que quand vous invitez des gens chez vous, vous choisissez combien de personnes viennent dîner et vous choisissez si elles restent le dîner, le week-end ou les vacances?
mais c'est vous qui choisissez. Et si au bout d'un moment, vous dites à un copain un peu lourd, parce qu'il s'est séparé de sa copine, maintenant tu as dormi ici 10 jours, ce serait bien que tu trouves un logement, il va finir par partir. Au nom de quoi est-ce qu'on n'organiserait pas notre politique d'immigration sur... Emmanuel Macron n'a pas parlé d'immigration dans son discours sur le séparatisme, que vous saluez pourtant. Oui, parce que je pense qu'il a eu totalement raison. C'est un discours que je salue, enfin, c'est-à-dire que je l'ai beaucoup attendu. Là, des mots ont été mis sur des mots, MAUX. Je salue l'influence des gens autour d'Emmanuel Macron qui sont sur cette ligne laïque lucide, Jean-Michel Blanquer, Gérald Darmanin, Laurent Nunez, mais il a bien fait de ne pas parler d'immigration. Pourquoi? Parce que c'est le même sujet global, mais c'est pas le même sujet juridique. Là, la loi sur le séparatisme, sur l'islamisme, c'est une loi contre l'islamisme politique. Par contre, l'islamisme politique découle évidemment de l'immigration. Et en ce sens, il est évident qu'il y a un lien. Par contre, je ne rejoins absolument pas le Front National, par exemple, qui a critiqué le discours présidentiel, alors que, et voyez, moi, c'est ça que j'aime pas dans la politique aujourd'hui. Le Rassemblement National Elle a quand même donné des bons points, Marine Le Pen, sur ce discours. Le Rassemblement National, les Républicains, qui sont des partis qui sont sur ces lignes-là depuis un moment, quand ils ont un président de la République qui dit ce que eux-mêmes attendent, et ils vous le disent tous en privé, ils vont le critiquer. Non, les Français méritent mieux que ça. Alors, vous donnez, on voit bien qu'il y a une volonté politique à l'œuvre, et il faudra quand même voir ce que ça donne dans les mois qui viennent. À la fin de votre livre, vous parlez d'un combat culturel aussi, un combat identitaire. Oui, il y a un combat identitaire, parce que moi, je pense que je suis très frappé par le fait que les islamistes, par exemple, puisqu'on parle du séparatisme, ils recrutent, ils séduisent les jeunes avec un projet qui repose sur de la transcendance, c'est-à-dire qu'ils ont l'Oumma, la communauté musulmane, la conquête, etc. Et ils disent, quand on s'intéresse au sujet, on voit qu'ils disent les koufars, c'est-à-dire nous, regardez, c'est un peuple qui n'a plus que de l'individualisme, il n'y a plus de projet collectif, etc. Or, nous avons un merveilleux projet collectif. Aujourd'hui, le vivre ensemble n'existe plus. C'est un slogan vide qui est utilisé par des gens qui vivent dans des quartiers où ils se gardent bien de l'appliquer. Ce que je voudrais, moi, c'est qu'on retrouve un vrai vivre ensemble. Et pour ça, c'est comme en psychanalyse, il faut commencer par s'aimer soi-même, sans arrogance. Patriote, donc. Sans arrogance, mais sans faiblesse. Qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes un pays aux racines gréco-latines, de tradition judéo-chrétienne, et il me semble qu'il y a 4 grandes valeurs. On dit toujours les valeurs. Ben moi, les valeurs, je les décris dans le livre. C'est le droit de croire ou de ne pas croire, le droit d'aimer qui on veut, et mine de rien, là, il y a des vraies différences. Le droit... des femmes. Les femmes, moi je pense beaucoup que le salut viendra des femmes. Et pour finir, une gouvernance démocratique et plutôt bienveillante. Et ça s'appelle, osons, l'autorité. Il y a aussi des solutions, et des propositions. Et beaucoup d'anecdotes. Et beaucoup d'anecdotes, c'est vrai. C'est aux éditions de l'Observatoire. Vous restez avec nous, Thibaut de Montbriel. C'est l'heure de la chronique de Thomas Després. Que s'est-il passé ces dernières 24 heures au Palais Bourbon? Eh bien, Thomas, vous nous racontez le retour triomphal d'un survivant du Covid au Palais Bourbon. C'est bien ça? Oui, exactement, Myriam. Jean-Luc Redzer, c'était le premier député contaminé au Covid-19. Il a fait son retour cet après-midi dans l'hémicycle. Je vous raconte tout ça. La dernière fois qu'il avait mis les pieds dans cette historique salle des 4 colonnes, la France n'avait même pas encore été confinée. S'en est suivi 2 mois et demi d'hospitalisation à Mulhouse, dont 4 semaines dans le coma. Jean-Luc Redzer est ce qu'on peut dire un presque ressuscité. Alors son retour, c'était tout à l'heure dans l'hémicycle, à l'occasion des questions au gouvernement, où il a été beaucoup applaudi. Merci, je suis très touché. Alors après les applaudissements, le député alsacien avait forcément un message pour tous ses collègues, mais pas que. À vous, Monsieur le Président, à tous les collègues issus de tous les bancs de notre Assemblée, j'exprime ma reconnaissance pour leur message de soutien et de sympathie. Hommage aussi et surtout à tous les soignants qui ont sauvé tant de vies et qui méritent nos applaudissements. Cher Jean-Luc Redzer, quel plaisir de vous revoir ici aujourd'hui. Quel plaisir. Alors après la séance, Jean-Luc Redzer est venu retrouver les journalistes dans cette salle des 4 colonnes et il nous a confié sa première réaction. Vous êtes de retour à l'Assemblée? Eh oui, c'est un jour très émouvant, très touchant. Vous avez vu l'accueil que m'a réservé le groupe Les Républicains, dont je suis membre, qui a été extrêmement chaleureux avec des applaudissements. Et puis vous avez vu tout à l'heure aussi la réaction de tous les collègues sur tous les bancs. Vous revenez de très très loin, M. Redzer. C'est ce qu'on me dit depuis plusieurs mois maintenant, depuis que je suis sorti de l'hôpital, que j'ai fait ma rééducation, la convalescence, des examens complémentaires, puisqu'il y a un suivi.
Eh bien oui, on me dit partout, Monsieur Reiser, on est content de vous revoir, ce qui me fait plaisir. Et puis c'est vrai qu'on me dit, surtout les médecins d'ailleurs, me disent, vous revenez de loin. Mais je suis vraiment, je suis plus le même, parce que quand on a passé par là, comme on dit couramment, on ne peut plus être le même. Et on voit les choses différemment. Qu'est-ce que ça vous a fait de revenir dans cette salle que vous n'avez pas vue depuis... C'était le monde d'avant même. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir ici? Ben écoutez, ce qui m'a déjà frappé, c'est quand je me suis réveillé du coma, qu'on m'a dit, parce que je voulais rentrer chez moi naturellement. Alors on me disait, Monsieur Reiser, c'est pas la peine, il n'y a personne dans les rues, tout est fermé. Je l'ai pas. Parce que c'était le confinement. Oui, je l'ai pas cru. Je l'ai pas cru. Je me suis dit, ils disent ça pour me calmer. Et donc, c'est vrai que quand on retrouve des locaux, ça fait quand même 32 ans que je suis député, donc quand on retrouve ces locaux qui sont familiers, j'avais à un moment le sentiment que je ne les reverrai plus jamais. Voilà Myriam, vous voyez, Jean-Luc Reiser est bien de retour à l'Assemblée, mais comble de la situation, il fait son retour dans l'hémicycle le jour où l'Assemblée adopte de nouvelles mesures sanitaires pour lutter contre le coronavirus. Merci Thomas. On va ouvrir la page décryptage de cette émission à présent. Une page un peu particulière parce qu'on va parler d'un anniversaire, le nôtre, et on va parler des commissions d'enquête parlementaire. C'est parti. Bonsoir André Valigny. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Les téléspectateurs très fidèles d'LCP vous connaissent bien puisque vous avez présidé, c'était en 2006, la commission d'enquête parlementaire sur les dysfonctionnements de la justice dans l'affaire Doutreau. C'est un grand moment pour vous, on va y revenir. Vous êtes aujourd'hui sénateur socialiste de l'Isère. Et bonsoir Stéphane Auman, merci d'être là. Vous êtes réalisateur et vous avez réalisé le documentaire exceptionnel que vous allez pouvoir voir demain soir à 21h dans le cadre de cette grande soirée des 20 ans des chaînes parlementaires. Documentaire qui fait par ailleurs la une de Téléops cette semaine et qui raconte les coulisses de ces grandes commissions d'enquête. Vous en avez choisi 4, si je ne dis pas de bêtises, avec toutes les coulisses et tous les grands acteurs dont André Valigny est, qui ont fait ces moments d'histoire. On va tout de suite voir un premier extrait. 2006, je le disais, pour la première fois, une commission d'enquête parlementaire ouvre ses portes aux caméras et tout est filmé en direct. Regardez. Le problème de la justice, le problème du fonctionnement des institutions, c'est l'impression que tout se décide justement à huis clos, justement en coulisses, justement entre soi. Et une commission parlementaire, plus elle est publique, plus elle est efficace. Ce qui a été le déclic, ça a été l'audition des acquittés, le 17 janvier, je crois. Et avant de venir, il m'avait fait savoir, il m'avait écrit un courrier me disant que si leur audition était à huis clos, ils ne viendraient pas. Donc j'ai montré ce courrier à mes collègues. Donc, on s'est dit qu'on avait du mal, compte tenu de ce qu'avaient subi ces personnes, on avait du mal à refuser cette demande. En tout cas, c'était une façon pour elles, ces personnes, de pouvoir s'exprimer devant l'ensemble du peuple français. Et cette publicité constituait dans leur esprit une sorte de réparation. Bon. André Valigny, il était contre Philippe Houillon, la diffusion en direct. Il a fallu le convaincre. Il a fallu le convaincre, lui, bien sûr, et puis tous les membres de la commission d'enquête parlementaire qui craignaient que l'ouverture à la télévision de nos travaux suscite du voyeurisme sur une affaire sordide, une affaire les acquittés le souhaitaient, ils n'étaient pas effrayés par le direct? Ce qui m'a aidé, justement, c'est que les acquittés eux-mêmes, parce que la polémique avait prospéré dans la presse, entre moi et le reste de la commission, les acquittés m'ont fait savoir, et ont fait savoir à la commission, qu'ils souhaitaient justement être auditionnés en public, devant les caméras. Il y a eu des heures et des heures de débat, il y a eu des moments d'émotion, des moments d'histoire. On se souvient de la prise de parole des acquittés, on se souvient évidemment du juge d'instruction Fabrice Burgot, à l'origine de ce naufrage judiciaire. Il y avait quand même, je crois, une petite possibilité pour vous d'interrompre les débats en direct, c'est ça? On m'a raconté ça. Il y avait un léger décalage entre ce qui se passait devant la commission et la diffusion des images. Au cas où il y a un dérapage, ou au cas où des noms propres soient cités, qui ne devaient pas l'être, au cas où l'on parle de choses trop sordides. Je disais à l'instant que c'était une affaire sordide. Donc il y avait, je crois, 1 minute de décalage qui permettait à la régie, ici, de la chaîne parlementaire, d'interrompre la diffusion. Est-ce que c'est le moment le plus fort de votre carrière politique? Oui, sans aucun doute. C'est un moment très fort. C'est un moment très fort pour toute l'Assemblée nationale parce que pour une fois, si j'ose dire, les parlementaires donnaient une bonne image du travail parlementaire. On travaillait la gauche et la droite, main dans la main, et on s'intéressait à une affaire judiciaire qui avait touché des Français ordinaires. Et le mot ordinaire n'est pas péjoratif dans ma bouche. Cette affaire avait bousculé, et plus que ça, avait explosé la vie de
plusieurs dizaines de personnes dans une petite ville de province. Alors, les gens aiment beaucoup les faits divers, mais ils étaient aussi totalement bouleversés à l'idée que ça aurait pu leur arriver à eux. On s'identifiait. Oui, tout à fait. À eux. Ben justement, on va les entendre, les acquittés. Je vous donne la parole dans un instant, Stéphane Auman. Comment avez-vous travaillé d'ailleurs pour choisir parmi ces centaines d'heures d'archives? Deuxième extrait, ce sont ces acquittés-là qu'on va vous faire réécouter. Donc moi, détention provisoire, je lui dis, dans ma tête, je me suis dit, c'est quoi ce mot-là? Parce que c'est la première fois de ma vie, j'entendais ça. Et ça m'a fait tilt, j'ai quand même compris que c'était la prison. Donc là, ça a été les pleurs, j'ai dit non, ne me faites surtout pas ça, c'est pas possible, vous pouvez pas m'enfermer comme ça que j'ai rien fait. Je fais c'est fou, faut pas les écouter. Bon bah de là, la personne qui a répondu, ça a été debout, le menottes dans le dos et embarqué directement. Parce que je savais pas que j'allais être incarcéré, quoi. Et arrivé à la fin de l'entretien, déjà ça a duré 10 minutes l'entretien. J'ai pas compris ce que 10 minutes c'est rapide, je trouve, pour envoyer les gens en prison. 10 minutes, ça c'est court quand même. C'était des moments de vraie vie, de vraie souffrance, de vraies grandes conséquences importantes dans la vie de chacun, qui étaient exprimées de manière très digne, la plupart du temps, par les personnes acquittées, et ça vous prenait à la gorge. Voilà, c'est la violence de l'injustice qui saute aussi au visage de tous les Français qui regardent ça en direct. Stéphane Auman, comment vous avez travaillé? Il y a une dramaturgie aussi qui s'est écrite sous nos yeux à écouter ces acquittés. Il y a une dramaturgie entre les 4 déjà commissions d'enquête qui font évoluer quand même l'exercice. Et puis effectivement, là, c'est quand même une sorte de moment de grâce parce qu'au-delà des aspects techniques, il y a quand même des sortes de confessions humaines, enfin en tout cas, avec des gens qui ont été broyés et qui, pour la première fois, ont l'occasion de parler. Et il se trouve qu'ils ont l'occasion de dire la vérité devant l'Assemblée nationale, ce qui est quand même pour eux assez extraordinaire et qui va avoir un impact incroyable sur les téléspectateurs. Et puis il y a des personnages aussi dans cette commission d'enquête. On parle des acquittés, il y a aussi le juge Burgot, mais il y a les avocats. Les avocats, un certain Éric Dupond-Moretti notamment, à l'époque. Le juge, ce qui est étonnant, ce qui m'a surpris, c'est que, André Valigny vous le confirmera, il a demandé en fait à ce que ce soit public. Moi, j'étais persuadé qu'il aurait voulu que ça soit à huis clos. Ah oui, moi aussi. Le juge Burgot, là. Le juge Burgot. Et en fait, le juge Burgot aussi a souhaité pouvoir s'exprimer. Que quand on le voit, il a l'air écrasé par le poids de sa faute et des caméras, des flashs qui crépitent. Oui, il a été courageux, effectivement, parce que je lui ai demandé, moi, quelques jours avant l'audition, s'il souhaitait le huis clos. Et il m'a dit non, je souhaite être auditionné en public devant les caméras de télévision. C'était de sa part très courageux parce que la pression était énorme sur lui ce jour-là. Vous vous souvenez de ces auditions des acquittés d'Outreau? C'est drôle parce qu'une commission d'enquête ne remplace pas la justice. Elle n'a même pas le droit d'enquêter sur des affaires judiciaires en cours. Sauf que là, elle vient après un fiasco judiciaire. C'est ce que j'allais vous dire. Et elle rend justice d'une certaine façon. Le travail de votre commission d'enquête a eu vraiment... C'est un moment important dans l'histoire contemporaine de notre justice. Par contre, moi, j'ai assisté à un client dans le cadre de l'affaire Benalla. Et là, on avait une enquête parlementaire qui avait lieu en parallèle de l'instruction. J'allais même dire, en prenant même un peu d'avance par rapport au temps judiciaire qui est toujours long. Et là, c'est quand même plus problématique parce que vous êtes obligé de venir, sous peine d'amende, vous prêtez serment, alors que normalement... Ah oui, c'est absolument obligatoire de venir témoigner quand vous êtes... Et alors, on se met d'accord avant avec le président de la commission pour que les faits, objets précis de la poursuite ne soient pas évoqués, mais parfois, c'est quand même un petit peu compliqué. Alors, vous avez eu la chance de vous mettre d'accord avec vos collègues de l'opposition. C'est pas toujours le cas. On va le voir avec ce deuxième extrait sur l'affaire Cahuzac. Alors là, les députés ne jugeaient pas du mensonge de Cahuzac, mais des dysfonctionnements de l'action du gouvernement qui ont abouti à ce scandale d'État. Regardez. Dans son rapport final, le socialiste Alain Claes estimera qu'aucun collègue de Jérôme Cahuzac au gouvernement n'a commis la moindre faute. Monsieur Claes, c'est vrai, a mis beaucoup de rondeur dans son rapport, dans la façon de questionner, y compris Jérôme Cahuzac, pour que l'affaire, surtout, ne reste qu'une affaire Cahuzac. Je ne veux pas dire que c'est un exemple de commission d'enquête, mais je pense qu'elle a joué son rôle avec toutes les imperfections, y compris les miennes. Je l'entends, je me dis, on a fait un travail correct. Ce n'est pas l'avis des députés d'opposition qui refusent de co-signer le rapport. La majorité, hélas, a une position, je trouve, largement partisane, en essayant d'écraser l'affaire, quoi. Et en faisant cela, d'ailleurs, moi je pense qu'ils affaiblissent la démocratie. Voilà, les commissions d'enquête, quand elles sont politiques, le plus souvent, elles sont prises au piège des logiques politiques, Stéphane Auman.
Ah oui, c'est plus compliqué parce que quand on est sur l'affaire d'Outreau, plus ou moins tout le monde était d'accord pour régler un problème. Là, on se retrouve dans une histoire de gauche contre droite avec forcément les députés de gauche qui ont envie un peu de protéger ou en tout cas de pas aller trop loin dans l'enquête et les députés de droite qui en rajoutent pour enquiquiner le pouvoir. Et ça s'est vu aussi sur Benalla, c'était un petit peu la même chose. Alors Benalla à l'Assemblée, ça a capoté, on peut le dire. Il n'y a même pas eu de commission d'enquête parce qu'en gros, les députés macronistes n'avaient pas du tout envie qu'on aille embêter les gens de l'Élysée. Donc quand les commissions d'enquête sont très politiques, l'exercice a quand même ses limites. Quand c'est des sujets de société, c'est vrai que pour le coup, ça marche bien. C'est quand même une vraie limite de l'exercice, André Vallée. Quand elles sont très politiques, elles deviennent politiciennes, les commissions d'enquête. Ce qui n'était pas le cas de la commission d'enquête sur l'affaire d'Outreau. On était soutenu. Moi, j'étais dans l'opposition à l'époque. J'étais socialiste. C'est le gouvernement de Dominique de Villepin qui était au pouvoir, sous la présidence de Jacques Chirac. Les magistrats, qui n'étaient pas très contents de l'existence de cette commission, se sont plaints au président de la République, qui a reçu, Jacques Chirac a reçu le premier président de la Cour de cassation, c'était M. Canivet à l'époque, le procureur général près la Cour de cassation, M. Nadal, les deux plus hauts magistrats du pays. Et Jacques Chirac a dit non, le Parlement fait son travail, il a soutenu notre travail. Mais pourquoi on n'y arrive pas comme les Américains ? Ça pose pas de problème aux sénateurs républicains d'aller asticoter des ministres ou des représentants de l'administration. Pourquoi les parlementaires français ne s'emparent pas de ce pouvoir-là ? Si, moi j'ai peut-être une explication. Stéphane Auman, puis vous répondrez ensuite. Un élément d'explication, c'est qu'aux États-Unis, le pays est tellement grand que d'une certaine façon, les gens se connaissent peu ou pas. Donc des élus des deux bouts du pays ne se connaissent pas. Quand ils interrogent des hommes d'affaires, etc., ils ne les connaissent pas personnellement. En France, c'est beaucoup plus petit, tout le monde se connaît. Et c'est vrai que les membres des commissions d'enquête seront peut-être demain... Il n'y a plus d'endogamie. Oui, ils sont du même parti, ils travaillent ensemble. Et donc c'est peut-être plus compliqué d'être impertinent. Vous voyez des choses comme ça ? Oui, j'ajoute à cette analyse qui est très intéressante le fait que sous la Ve République, le Parlement est soumis au gouvernement. Hélas. Le pouvoir législatif, la majorité parlementaire, à l'Assemblée nationale en tout cas, au Sénat, c'est différent. Un député n'oublie jamais ça. Voilà, un député de la majorité a tendance à faire bloc avec le gouvernement. Et ça, c'est la Ve République qui le veut. On sait bien que le parlementarisme rationalisé a fait des dégâts dans la démocratie parlementaire elle-même. Thibault de Montbrial, ces commissions d'enquête, finalement, elles montrent une chose, c'est qu'elles sont très suivies parce que c'est le Parlement qui contrôle l'exécutif et non pas le Parlement qui légifère. Est-ce que ce n'est pas le signe qu'il faut aller plus dans cette direction ? Je crois que ce qui vient d'être dit est vraiment très intéressant parce que autant sur les sujets de société sur lesquels il n'y a pas un impact qui va être un impact politique qui risque d'être exploité immédiatement avec peut-être une crise gouvernementale, etc., c'est quand même beaucoup plus simple. Dans le système français, ça vient d'être dit, qui est très centralisé et où tout le monde se connaît, c'est quand même plus compliqué d'arriver à s'extraire de la passion et de la pression politique pour prendre de la hauteur quand on est sollicité de toutes parts pour peut-être utiliser la commission à des fins politiciennes. Par contre, je le redis, sur les sujets de société pure, et ce que vous avez fait sur ce dossier d'Outreau, sur cette affaire d'Outreau au sens large, ça me semble être un outil de démocratie absolument merveilleux. Stéphane Auman. Une petite chose sur cette difficulté quand les affaires sont politiques, c'est vrai aussi comme le rapporteur est systématiquement, quasiment systématiquement de la couleur de la majorité, et que c'est lui qui tient la plume du rapport à la fin, il peut avoir tendance à minimiser un peu les choses. Peut-être qu'il faudrait toujours que le rapporteur soit de l'opposition et peut-être que les enquêtes seraient un petit peu plus... On a déjà bien progressé parce que c'est depuis la commission Outreau qu'il y a une règle non écrite, enfin une règle tacite qui veut que le président soit de l'opposition et le rapporteur de la majorité. On pourrait inverser les choses. Mais Madame Ankawa, vous avez raison de dire que le Parlement est trop connu sous son aspect de législateur. Faire les lois, c'est important, mais on en fait trop des lois et pas assez sous son rôle de contrôleur du gouvernement. Il faut que le Parlement légifère moins, qu'on fasse moins de lois, mais qu'on contrôle davantage ce que fait le gouvernement. Dernière question, il y a une commission d'enquête à l'œuvre en ce moment, d'ailleurs à l'Assemblée comme au Sénat. Elle s'intéresse à la crise sanitaire et à la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. Est-ce qu'on peut enquêter sur une crise qui n'est pas terminée ? Moi, je suis sceptique, effectivement, sur la possibilité pour mes collègues de travailler actuellement, parce qu'on est en plein dans la crise, dans la deuxième vague, mais dans la crise sanitaire qui se prolonge. Ces deux commissions d'enquête ont été créées à la fin de
On croyait être la première vague et la dernière vague. Et la crise est toujours là, le virus est toujours là, donc je pense que le travail doit être difficile, oui. Thibaut de Montbrial. Ça illustre un vrai problème dans la démocratie actuelle, au-delà de ce que vous dites, et vous avez tout à fait raison, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui déposent des plaintes contre les ministres dans la tempête. C'est comme si on tirait dans le dos du capitaine du bateau, alors que on a une soif de coupable. Voilà, et je pense que c'est extrêmement dangereux parce que ça va continuer à faire que les gens ne voudront plus faire de la politique. Je dis que lorsque la tempête n'est pas finie, il faut laisser les gens gérer. Ça n'empêche pas de discuter, de critiquer, etc. Mais n'allons pas dans des processus soit judiciaires, soit parlementaires, qui soient des processus de l'ordre du procès. C'est dit. Attendons que Merci. En quelques mots, qu'est-ce que vous avez appris à vous plonger dans toutes ces archives? Vous, le journaliste Stéphane Aumout, en quelques mots pour terminer. J'ai appris que cet exercice qui apparaît très technique, en fait, de loin, c'est des moments très forts de télévision. C'est ça qui est étonnant. Il y a une dramaturgie. Il y a quelqu'un qui dit c'est presque de la télé-réalité, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est impuissant habituellement, qui se retrouve en position d'accusé, qui se retrouve passé au crible par un certain nombre de députés. Donc c'est un spectacle télévisuel assez inattendu. Merci. Ça s'appelle Enquête au Parlement, Enquête au pluriel. C'est à découvrir demain soir sur LCP en direct à 21h. La soirée des 20 ans, c'est à 20h30, présentée par Jean-Pierre Gracien côté LCP, Rebecca Fitoussi côté Public Sénat. À ne pas manquer. Merci messieurs. Merci André Vallini, merci Thibaut de Montbrial. Quant à moi, je vous retrouve demain. Très belle soirée.